Téléspectateurs de Canal Télévision, merci d'être branchés sur cette chaîne pour l'émission, pour ce numéro de l'émission Monde du Travail qui s'occupe des questions sociales, questions du travail à tous les niveaux, au niveau de l'administration publique et dans les administrations privées, ce que vous faites concrètement dans la vie. Et généralement, nous étendons également vers la société civile. Nous avons invité les présidents de l'Horizon pour l'Humanité, Jean-Pierre Bolonga, comme d'habitude, pour échanger sur les questions de la société, sur les questions un peu sociopolitiques. Et nous allons parler de l'entérinement de l'équipe de la CENI par l'Assemblée nationale. Et nous allons parler de la grève des enseignants et la relation ou les climats qui règnent actuellement entre les syndicats et le ministère de l'EPST, piloté par le professeur Tony Mwaba. Nous allons parler du procès chez Béa qui s'ouvre aujourd'hui à la prison des militaires d'Indolo. Nous allons échanger sur la commission instituée par l'Assemblée nationale pour résoudre le problème de la taxe RAM. Et nous allons ouvrir une brèche là-dessus sur les procès Matata Pogno. Déjà annoncé. Bonjour le président Jean-Pierre Bolonga. Bonjour messieurs les journalistes. Voilà, vous êtes acteur de la société civile, président de l'organisation Horizon pour l'Humanité, et toutes ces questions que nous venons de présenter dans les sommaires vous concernent directement en tant que droit de l'homme. Nous avons suivi l'entérinement de l'équipe de la CENI qui va pouvoir bientôt, si le président prenait l'ordonnance, commencer le travail de préparation des élections et pour la tenue de ces élections. Comment avez-vous apprécié cette équipe, puisque au départ il y a eu des tractations parmi les organisations, les confessions religieuses, finalement ils ne se sont pas attendus et aujourd'hui, l'Assemblée nationale a levé l'option en tant qu'acteur de la société civile, puisque la question de la CENI vous concerne directement. Merci de la parole. Nous avons suivi cet événement avec beaucoup d'attention. Parce que la question qui concerne la CENI est une question qui touche à la nation tout entière. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ça nous a choqués. Et nous pouvons considérer ça comme un coup d'État contre la démocratie et contre l'État de droit. Nous disons que nous sommes dans un État de droit. L'État de droit exige que le gouvernant, que vous soyez gouvernant ou gouverné, tout le monde doit se soumettre au droit. Au principe des droits. Tout à fait au droit. Le principe des droits de l'homme, nous avons la Constitution, toutes les sources de droit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec M. Mbosso et les députés de l'Union sacrée qui ont accepté de faire la honte de notre nation? Tout le monde connaît l'histoire de M. Kadima. On était encore dans des contestations. Nous avons toute une loi qu'on appelle la loi électorale. Cette loi nous montre clairement, dispose clairement que le président de la CENI doit provenir des confessions religieuses. Elles sont au nombre de 8. Toutes ces confessions sont régies par une charte. Ce n'est pas pour la première fois que nous puissions parler de ça. La procédure est déjà connue. Il y a tout un bureau technique là-bas qui examine les candidatures. Tout celui qui veut être président de la CENI passe d'abord par là. Et en cas où il n'y a pas, il y a 2 ou 3 candidats, on passe par le consensus qui était considéré par la charte comme étant un principe. Et lorsque le consensus n'est pas trouvé, on passe au vote. La question de Kadima n'était même pas arrivée au niveau du consensus. On était en train d'examiner les critères. Il a été frappé par l'un des critères
il est considéré comme quelqu'un qui a des affinités avec un parti politique et avec les autorités du pays, et il y a eu même des preuves. Le dossier Kadima, c'est un dossier qui a fait parler les gens parce qu'il y a eu même des accusations de corruption, 100 000 $, des jeeps qui ont été distribués, il y a eu des menaces. Et le moment était venu, celui qui présidait la réunion, c'est le président de la Senco, monsieur le monseigneur que tout le monde connaît, et il pouvait renvoyer pour qu'on puisse faire des investigations. On ne pouvait pas désigner quelqu'un qui n'avait pas d'indépendance d'esprit. Et à un certain moment, les autres se sont retirés, ils sont allés à Moufriri, c'est ça même le résumé, parce qu'il y a des gens qui ne nous suivent pas, et ils se promènent là-bas avec le nom d'un certain Kadima qui ne sort pas de la plénière. Parce que la charte, elle est claire à partir de son article 6, il y a l'article 7, vous citez l'article 10, 17, 16, 17 aussi, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui préside, qui convoque la réunion au niveau de 8 confessions religieuses, c'est le président. S'il n'est pas là, comme dans toutes les organisations, c'est le vice-président qui peut convoquer et diriger les débats, qui a la police des débats. Qui peut aller à l'Assemblée nationale déposer les rapports? C'est toujours le président. Si le président est empêché, c'est toujours le vice-président. Alors, de quel droit M. Dodo Kamba, avec le groupe que nous supposons aujourd'hui être un groupe de corrompus, il peut se retirer avec ce groupe-là pour aller déposer un rapport au niveau de l'Assemblée nationale. En droit, on dit la fraude corrompt tout. Ça commence d'abord par là. Quand on arrive au niveau de l'Assemblée nationale, on nous fait croire aujourd'hui qu'il y aurait eu une commission paritaire. Nous avons tous appris le français. Quand on parle de paritaire, c'est quoi? Cette commission exigeait qu'il y ait 5 représentants de l'opposition et de l'autre côté 5 représentants de l'Union sacrée. Alors, on se retrouve dans cette commission paritaire avec un seul groupe. L'opposition avait boycotté. C'est la commission qui était pilotée par le professeur Mbata. Le groupe de Dodo Kamba est allé avec le nom de Kadima à 3 reprises. C'est la même assemblée qui avait dit que non, comme on n'avait pas trouvé de consensus, il faut retourner chercher le consensus. Mais aujourd'hui, le consensus n'a pas été trouvé. Il y a un document qui avait été signé selon lequel le consensus n'était pas trouvé. De quel droit M. Mbosso peut convoquer une plénière aujourd'hui jusqu'à l'entérinement de M. Kadima? C'est un forcing, c'est un coup d'État contre la démocratie, et nous sommes étonnés. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme, et la question électorale fait partie des droits de la première génération qu'on appelle les droits civils et politiques. Ça nous touche, parce que ça touche à la population. En cas où l'organisation électorale n'est pas, ne donne pas de garanties, ça peut susciter des conflits au pays, et ce sont les droits de l'homme qui seront violés. Raison pour laquelle nous en appelons à la sagesse du président de la République. De la même manière qu'on a fait pour Mahalonda, voilà encore une certaine jurisprudence. Le président, de la manière que nous le connaissons, il est en train de parler que nous sommes dans un état de droit. Nous lui demandons de ne pas prendre une ordonnance portant nomination de M. Kadima comme état président de la CENI. S'il ose de faire ça, ça va nous confirmer, parce que quand il était à New York, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il aurait déjà donné des instructions à M. Mbosso. Et Mbosso était allé à Lubumbashi, en revenant ici, Mbosso nous avait raconté ici qu'il avait déjà reçu des instructions de la part du président de la République. Il s'agissait de quelles instructions? C'était de faire un coup d'État à la démocratie, alors que vous êtes en train de nous parler d'un état de droit. Voilà tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Nous demandons seulement, soyons calmes, nous ne sommes pas agités. De la même manière que le président avait agi contre Malonda, le même cause produit les mêmes effets, et nous attendons que l'aventure qui s'est passée au niveau de l'Assemblée nationale ne soit pas couronnée, parce qu'en droit, la fraude corrompt tout. Et nous disons non à M. Kadima, qui est le produit de la corruption, qui est le produit d'un forcing, qui est contre même la démocratie, qui est en train de violer tous les textes. Alors, raison pour laquelle
nous comptons sur le président de la République, il est le garant de la nation, il ne voudra pas que le pays puisse se détruire à cause d'un seul individu qui ne prenne pas une ordonnance portant nomination de M. Kadima comme état de président de la CENI. Sinon, ça serait un coup d'État contre la démocratie et contre l'état de droit. Voilà, président Jean-Pierre Bolonga, vous êtes en train de charger les présidents de l'Assemblée nationale et l'équipe de Kadima. Et mettez-vous à la place du président Mbosso. Est-ce que plusieurs fois renvoyer la question des consensus vers les confessions religieuses, les 6 et le 2, et finalement plusieurs fois sans succès, est-ce que vous pouvez accepter qu'il reste dans ce cap-là, et entre-temps, on voit les temps passer, et au risque de dire que de taxer que les élections vont être organisées en retard et avec beaucoup de risques pour plusieurs prorogations. Est-ce que si vous étiez à la place du président Mbosso, qu'allez-vous faire? Le président Mbosso ne peut rien faire. La compétence est d'attribution. Ni la Constitution, ni la loi. Il a renvoyé cette question. Il a renvoyé, allez résoudre ça, mais finalement, les confesseurs religieux ont échoué. La loi, ni la Constitution. Dit la loi, et à la place du président Mbosso, qu'allez-vous faire? Non, là où la loi est muette, tout le monde sait. Lorsque on ne parvient pas à trouver des solutions par les normes écrites, on va se servir des mécanismes extra-judiciaires ou extra-juridiques. C'est-à-dire, on peut se retrouver ensemble. On peut se retrouver ensemble, on peut se trouver un consensus. Mais ils se sont retrouvés. Là où la loi, mais rien n'a marché. Ils se sont retrouvés, bien sûr, mais la fois passée, nous avons dit que nous avons, lorsque les institutions ne marchent pas, parce que nous avons 4 institutions politiques dans notre pays ici. Le président de la République, le Parlement, le gouvernement ainsi que les cours et tribunaux. De l'autre côté, nous avons des institutions aussi d'accompagnement d'accompagnement à la démocratie. Parmi lesquels nous avons la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons aussi la Commission électorale. Nous avons aussi le CESAC et tout. Et lorsque ces institutions-là ne fonctionnent pas bien, on recourt à l'article 69 de la Constitution. Cet article dispose que le président de la République est le garant de la nation. Celui qui a même le serment de l'unité nationale. Alors, à ce moment-là, on pouvait recourir même à l'arbitrage du président de la République. Alors, vous voulez dire que à ce stade, le président, la manière de procéder du président Mbosso, est-ce qu'il a agi avec raison maintenant? La balle est dans le cas du président de la République. Mbosso a agi dans l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas prévu par les textes. La compétence, elle est d'attribution. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin comme vous voyez que vous commencez à poser des actes qui ne vous sont pas autorisés par la Constitution, ni par les règlements, ni par les lois du pays. Vous devenez qui? C'est ça la dictature. Donc c'est une dérive dictatoriale du pouvoir, c'est une nouvelle dictature qui s'installe et on ne s'attendait pas à voir des choses comme ça pendant les règnes de Fathi au pouvoir. Il est encore temps, parce que c'est tout, ceux qui sont autour de lui, il est entouré de beaucoup de justices. Permettez-moi que je puisse utiliser les expressions. Au Congo, ici, c'est quoi? Tout le monde devient flatteur devant les chefs parce qu'un flatteur ne vit qu'au départ de celui qui l'écoute. Mais nous demandons la sagesse de Salomon. Nous n'avons qu'un seul pays. Kadima, la crédibilité d'un processus électoral dépend aussi des acteurs. Lorsque les contestations commencent il y a logique qu'on dit, lorsque les prémices sont fausses, la conclusion aussi sera fausse. Nous commençons, les élections n'ont pas encore réalisé. Le calendrier électoral n'est pas encore sorti. On commence à contester, mais c'est Kadima qui ne fait pas l'unanimité, ni la majorité qualifiée, ni la majorité simple. Mais c'est un coup d'État qui a été monté par M. Mbosso et le groupe de 6 qui étaient corrompus. Ils ont reçu l'argent et l'Égypte, ils ont été logés à l'hôtel du fleuve là-bas et c'est un forcing. Le pays appartient à tout le monde. Nous disons non à l'entérinement de M. Kadima et si le président ose d'aller dans le sens de prendre une ordonnance qui va confirmer M. Kadima comme État, le président de la CENI, nous sommes de la société civile, nous allons mobiliser toutes les forces vives. Le pays n'appartient pas à tout le monde jusqu'à ce que nous obtenions
nous revenions sur les droits, parce qu'aujourd'hui, on a quitté toutes les règles de forme, ni de fond. Nous sommes dans une nouvelle dictature qui est en train de s'installer à République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à ce stade. Est-ce que, comment appréciez-vous l'attitude de l'Église catholique et l'Église protestante? Puisque, quelles conséquences, vous, en tant que droit de l'homme, vous prévenez quelles conséquences avec, comme vous venez de dire, qu'il y a forcing, il n'y a pas eu consensus pour ce choix des acteurs de la CENI? Est-ce qu'il y aura des conséquences? L'Église catholique comment va-t-elle procéder, l'Église protestante? L'Église catholique, les organisations de défense des droits de l'homme, la société civile dans sa diversité, on nous considère comme des groupes de pression. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons appliquer l'article 26 de la Constitution, qui donne le droit à tout Congolais de pouvoir manifester contre un pouvoir dictatorial. À ce moment-là, l'Église catholique a des mécanismes. Nous avons les comités laïcs, ils savent comment ils s'organisent. Nous aussi, nous avons des mouvements citoyens. Nous allons nous lever pour dire non à une nouvelle dictature, parce que nous voulons que le pays soit dirigé par les textes. On ne peut pas violer la Constitution, les lois du pays, les contrats tels que les chartes, au vu aussi de tout le monde, et nous acclamons parce que ça vient de tel ou tel. Non, le pays appartient à tout le monde. L'Église catholique romaine ainsi que l'Église protestante sont en train de combattre pour le respect de certaines valeurs que nous appelons des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques, que ceux qui sont au pouvoir, avec l'ivresse du pouvoir aujourd'hui, parce que je donne raison à l'autre acteur qui disait que le pouvoir rend fou, et ça commence à rendre certains fous, alors que ce sont les mêmes donneurs de l'histoire d'hier qui faisaient des remarques au pouvoir de M. Kabila, et nous voulons dormir sur le même lit de Kabila. Nous dirons non. De la même manière que nous étions opposés au pouvoir de M. Kabila, qui était en train de violer les textes, nous allons utiliser les mêmes armes pacifiques pour que nous puissions dire non à une dérive dictatoriale du pouvoir. Voilà, vous avez dit il y aura des conséquences. Vous allez vous lever en tant que société civile pour mobiliser vos énergies, tout le monde, pour bien sûr réclamer l'état des droits, le respect des textes. Et la fois passée, l'Église catholique était seule, puisqu'il y a ceux qui disent que la politique était dans le soufflement, l'opposition n'arrivait pas à manifester, et l'Église catholique a pris les relais. Il y a eu des manifestations terribles à tous les niveaux. Et cette fois-ci, quand vous voyez l'Église protestante vient emboîter les pas aux côtés de l'Église catholique, et bien sûr pour soutenir les valeurs démocratiques, et les valeurs sociales, et les valeurs contre les anti-valeurs. Ne voyez-vous pas que ça va encore s'amplifier davantage, puisqu'il y a maintenant l'implication de l'Église protestante, puisque autrefois c'était seulement l'Église catholique. Et ce que je venais de dire ici, tout le monde va se servir. J'ai parlé de forces vives de la nation, tout le monde qui veut les changements. Nous allons nous mettre comme un seul homme. Et avant que nous puissions parler de toutes les stratégies ici, nous savons qu'on n'en arrivera pas là, parce que le président de la République est le fils du pays, qu'il écoute tout le monde, qu'il ne soit pas séduit par ceux qui l'entourent aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir. Alors nous lui disons d'agir avec beaucoup de sagesse. L'Église catholique a droit de manifester, que ce soit l'Église catholique avec tous les mouvements citoyens, la société civile, l'opposition, les analystes politiques et tout le monde. Le pays appartient à tout le monde. Ceux qui sont au pouvoir, moi j'ai toujours été contre quand ils parlent du petit peuple. Qui est petit? Qui est souverain? Lorsque nous lisons l'article 5 de la Constitution, ainsi que l'article 64 de la Constitution, qui est souverain? C'est le peuple. C'est ce petit peuple-là qui donne le pouvoir. Non, il n'est pas petit. C'est ce peuple-là qui est souverain. Le pouvoir. La souveraineté en droit constitutionnel, c'est la compétence des compétences. C'est le peuple qui crée le président de la République. Il crée le député. Les députés nationaux, provinciaux, les sénateurs. En train de faire la honte au Parlement aujourd'hui, que vous soyez sénateur, tous les pouvoirs politiques proviennent de la volonté populaire. Le peuple est souverain. Aucune force au monde ne peut s'opposer au peuple. Nous disons non,
Et le président va user des... Je reviens sur ça. Il ne va pas arriver jusqu'à prendre l'ordonnance parce qu'en faisant cela, il va cautionner vraiment, il va cautionner la fraude. Et en droit, nous disons que la fraude corrompt tout. Voilà, Président, nous abordons une question éminemment sociale, la grève des enseignants. Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, les enseignants ont levé l'option de ne pas reprendre la grève. Ils sont allés à la grève. Jusqu'aujourd'hui, il y a perturbation de cette rentrée. Les enseignements ne se donnent pas comme il faut, comme prévu. Et quelque part, les ministres de l'EPST, Tony Mwaba, menaceraient ces enseignants par la désactivation de la paix de ces enseignants, certaines écoles publiques. Vous, en tant que droit de l'homme, en tant qu'animateur des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme, comment pouvez-vous apprécier la démarche des enseignants de déclencher la grève et côté les dirigeants, notamment le ministère de l'EPST, de son côté, il possède à cette menace-là, que nous qualifions menace, la désactivation de la paix des enseignants et certaines écoles catholiques, disons pas catholiques, les écoles publiques qui ont été désactivées. Oui, parmi la grève est une liberté fondamentale qui est reconnue par la Constitution, qui est aussi consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et ce qui est par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un droit fondamental. On ne peut pas comprendre qu'un grand professeur de l'université, qui est devenu ministre aujourd'hui, tel que M. Tony Mwaba, peut vraiment arriver jusqu'à violer les droits de l'homme à ce niveau-là. La grève est un droit. Lorsque nous lisons l'article de la Constitution, le travail est un droit sacré pour... Il est juriste. Il a fait le droit économique et social. Alors, il donne cours à l'université de Kinshasa. Il était avocat parce que pour le moment, il ne l'est pas. Il y a une compatibilité. Il y a même des gens qui avocat, professeur. Tout à fait. Et il a de quel droit il peut désactiver les enseignants qui réclament un droit fondamental qui est protégé par des instruments de protection des droits de l'homme, que ce soit au niveau international, régional et consacré par la Constitution. Nous disons non, ce sont des dérives. On ne peut pas aller de violation en violation. Tout ce que nous sommes en train de poser comme acte aujourd'hui, nous sommes observés par le monde entier. Nous sommes dans un village planétaire. Le Congo a des partenaires. Nous avons l'Union africaine, nous avons l'ONU, nous avons l'Union européenne, nous avons toutes les représentations mondiales. Avec nous ici, c'est nous, la République démocratique du Congo. C'est ce qui fait que tous les actes que nous posons, ça compte. On est en train de nous coter pour voir si réellement nous sommes dans l'état de droit ou pas. Quand on réclame l'augmentation des salaires, comment on peut désactiver? Les salaires ont un caractère alimentaire. On ne peut pas toucher. Même en droit du travail, on dit que le salaire a un privilège. L'employé ne peut pas retenir même le salaire d'un employé, même si l'employé aurait contacté une dette auprès de son employeur. Pourquoi? Parce que le salaire a un caractère qu'on appelle alimentaire. Bloquer le salaire de quelqu'un, c'est le tuer, c'est le chosifier, c'est lui faire subir un traitement inhumain et dégradant. Raison pour laquelle nous disons non, nous disons que qu'on améliore les conditions des enseignants. Les enseignants sont dans leurs droits. La grève étant un droit, nous demandons au ministre tout simplement de pouvoir respecter les droits et libertés des enseignants et que s'il y a eu quelques-uns qui ont été désactivés, nous demandons au ministre de respecter les droits de l'homme, de rétablir ces victimes-là à leurs droits et puis de créer un climat de dialogue avec les enseignants pour qu'ils trouvent pourquoi ils revendiquent, pourquoi il y a des revendications. Nous disons aujourd'hui que nous avons plus de 3 milliards et quelques dans la caisse de l'État et tout ça là. Mais quand les gens réclament les salaires, il faut leur donner les salaires. Raison pour laquelle le ministre ne peut toujours pas d'aller trop vite. Parce qu'avec le ministre, qu'est-ce que nous voyons? Il y a ce que nous appelons en droit administratif l'excès de pouvoir. Et quand il y a excès de pouvoir, on peut recourir, s'il aurait pris
une décision, soit une ordonnance, ça peut être annulé par le Conseil d'État. Pourquoi excès de pouvoir? Quand on avait eu un problème avec des élèves ici, il va prendre une décision illégale, arbitraire, selon laquelle ces élèves-là ne pouvaient pas être admis dans tous les établissements scolaires ici à la République démocratique du Congo. Mais il y a eu des tropédales. Quand il a subi une pression, il a annulé. Raison pour laquelle il prend des décisions, il va trop vite en besogne et il raisonne après. Non, il a des conseillers, lui-même est un juriste, qu'il sache que les droits de l'homme sont au-dessus même des droits positifs. Ce sont les droits naturels. Ce sont des libertés fondamentales qu'on ne peut pas blaguer avec ça. Ça s'oppose à l'État et tout le monde est au-dessous de la loi. Oui, Jean-Pierre Boulonga, dernièrement, concernant la même question de la grève des enseignants, avec des répercussions des mesures prises par le ministre Tony Mwaba de l'EPST, et la semaine passée, c'était le jeudi, l'équipe de Canal Kin a accompagné la synergie des syndicats des enseignants qui sont allés accuser le ministre Tony Mwaba à la Cour de cassation pour demander à cette Cour d'annuler la procédure, les mesures, les options prises par le professeur Tony Mwaba allant dans le sens de désactivation de la paix des enseignants. Comment appréciez-vous la démarche de la synergie des enseignants, des syndicats de la RDC? Oui, cette démarche, moi, quand j'ai suivi ça à la télé, je me suis dit, mais de grandes organisations syndicales telles que celle-là doivent aussi avoir des bons avocats, des juristes à côté d'eux. L'action était très mal dirigée. On ne peut aller à la Cour de cassation que lorsqu'il y a des infractions en charge contre le ministre. Mais lorsque le ministre prend un acte réglementaire, tel qu'un arrêté, une décision, une circulaire, qui va dans le sens de violer certaines libertés, alors on doit aller au Conseil d'État. C'est le Conseil d'État on doit introduire une requête qu'on appelle requête à référé liberté, qui sera le juge des actes réglementaires, c'est le Conseil d'État. Et ça ne fera même pas, selon la loi, dans 48 heures, on aura déjà trouvé une solution, cette décision serait déjà cassée. On ne peut amener le ministre devant le conseil, devant la Cour de cassation, que lorsqu'il commet un crime, il y a toute une procédure en rapport avec l'article 165, 166 et puis 167 de en rapport avec l'article 166 et 167 de la Constitution. Mais président, le fait d'avoir pris toutes ces mesures, oui, il n'est pas dans l'effraction. C'est un excès de pouvoir. Là, nous sommes en violation des règles administratives. Nous avons tout un ordre de juridiction administrative qui sont chapeautés. Cet ordre-là, s'il vous plaît, est chapeauté par le Conseil d'État et le ministre est une autorité nationale. Le président de la République peut prendre une ordonnance aujourd'hui qui viole les droits et libertés d'une personne. On peut aller attaquer cette ordonnance-là devant le Conseil d'État et c'est le Conseil d'État qui est le juge des actes réglementaires. Ce n'est pas la Cour de cassation. L'action était très mal dirigée qui nous prouve si le ministre a commis des infractions. Parce qu'à notre niveau, nous avons vu que le ministre, la décision qu'il avait prise, il était allé dans le sens de l'excès de pouvoir. Il y a un recours pour excès de pouvoir. Ce recours-là ne peut être connu que par un juge administratif. Le juge des arrêtés ministériels, des décrets, même des ordonnances du président de la République, il est connu, c'est le Conseil d'État. On ne peut pas aller au niveau de la Cour de cassation. La Cour de cassation a d'autres compétences et puis d'autres attributions en rapport avec les infractions et les affaires civiles aussi, et des cassations, des jugements qui ont été rendus par des juridictions inférieures. Voilà, nous sommes là, les syndicalistes et les organisations syndicales sont en train de nous suivre puisque ces organisations-là et les animateurs des syndicats suivent bien cette émission. Nous prenons peut-être la dernière question éminemment sociale, la question des RAM. Il y a aujourd'hui une commission instituée par l'Assemblée nationale pour prendre des mesures
sur cette problématique qui préoccupe la société congolaise. Et hier, la société civile de la RDC, bien sûr sous la coordination de Christophe Ngoyi, avait levé une option là-dessus pour cette composante de la société civile, soit annuler cette taxe ou encore la commission pourra trouver d'autres mécanismes pour couvrir cette taxe, c'est-à-dire mettre ça ailleurs ou trouver les partenaires pour couvrir ça. Comment appréciez-vous cette démarche de l'Assemblée nationale et puis tenant compte des réponses données par les ministres de Petentik? Rapidement. La question des rames est une question qui préoccupe tout le monde. Ce matin ici, avant même de venir ici, on vient de me couper les unités par les fameux rames. La fois passée, nous vous avons dit ici que RAM n'a pas de nature juridique. RAM n'est pas un impôt, ni une taxe, ni une redevance, ou parafiscal, non, il y en a, ou un prélèvement quelconque. Pour que nous puissions parler d'une taxe ou d'un impôt, il faut qu'il y ait un soubassement juridique. Il n'y a pas de loi qui crée. Vous avez suivi le ministre, il avait mâché le mot et il avait montré au monde que c'était une haute escroquerie au sommet de l'État. On était en train d'escroquer la population qui est dans la misère, leur ajouter encore des difficultés. Le RAM, s'il vous plaît, n'a pas le droit d'exister. Comment Mbosso a sauvé M. Kibasa? Kibasa qui est le ministre de l'autorité de tutelle. Même s'il y a un établissement qui s'occupait de ça, mais qui a l'autorité de tutelle? Voilà encore une autre violation. Et cette fois-là, il va jusqu'à dire que la décision portant création des rames qui n'existait pas sur le plan juridique a été prise par le Conseil des ministres. Voilà encore l'occasion. On pouvait aller de la motion de défiance à la motion de censure. On allait interpeller même le Premier ministre, monsieur qui ça appelle comment, Condé, si c'est Condé, alors avec son gouvernement, si réellement on se retrouverait dans un état de droit, on allait faire tomber le gouvernement, raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait suppression de cette aventure-là, de cette vol. On est en train de nous voler, le peuple souffre, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de cette histoire de rames qui n'a pas de soubassement juridique. Nous demandons, comme vous nous avez demandé, de résumer les choses, qu'il y ait suppression. On continue à nous escroquer. Un pays, un État sérieux, on n'a jamais connu des histoires comme ça, ne peut pas s'organiser jusqu'à escroquer tout un peuple. Il n'y a pas de traçabilité. L'argent qu'on est en train de récolter aujourd'hui, lui, ministre, avait parlé de 25 millions. ODEP avait publié son rapport jusqu'à 250 millions. Ce sont des données avec des preuves. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Ça va où? Cet argent, vous voyez qu'un groupe de gens, et on cite jusqu'à la présidente de la République, ce groupe-là est en train d'escroquer le peuple congolais. Cette histoire-là n'existe pas sur le plan des droits. Nous demandons carrément et simplement la suppression de cette histoire-là qu'on appelle. Voilà, Président Chitier, nous sommes à la fin. C'est votre dernier mot. À la fin, pas même ou soit vous étendre par les explications. Un mot, quelques secondes, on termine l'émission. Le dossier, le procès Chebeya et Fidel Bazana vient d'être ouvert aujourd'hui à la justice militaire Andolo. Quelle est votre appréciation? Et également, il y a projection sur le procès Matata Pognon. Procès Chebeya, Fidel Bazana qui vient d'être ouvert aujourd'hui. En droit, quelques secondes. Oui, en droit, le procès est un long processus qui commence dès les premières constatations des faits jusqu'à l'exécution du jugement par la personne condamnée. Dans combien d'États? Dieu seul sait. Tout le monde, la mort de Tchebe et Fidel Bazana, c'est un crime d'État. L'État congolais doit s'assumer. L'État congolais est civilement responsable. Vous avez suivi les dernières révélations que le pré-présumé qui est entré, le pré-prévenu, du pré-prévenu qui est en train d'être jugé aujourd'hui, a donné des révélations terribles. On ne peut pas s'imaginer qu'un État responsable, qui se veut État de droit, peut porter atteinte
à la vie d'un défenseur des droits de l'homme, d'un journaliste ou qui que ce soit. Raison pour laquelle nous sommes en train d'observer le déroulement du procès. Nous aimerions que la justice soit faite et que tout le monde qui serait impliqué, qu'il soit auteur matériel ou auteur intellectuel, dans l'assassinat, dans les crimes d'État de Floribert, de double assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana, qui soient condamnés. Je termine par le dossier de M. Matata Pogno. Vous avez suivi rapidement. Tout à fait. Vous avez suivi dernièrement le rapport du secrétaire général des Nations Unies. Je venais de vous dire ici que nous sommes observés. Il y a la MONUSCO, il y a des représentations internationales. Ils sont en train de nous suivre, c'est une honte. Donc, la Cour constitutionnelle n'est pas le juge naturel de Matata Pogno. Lorsque nous observons la Constitution, la Cour est le juge pénal. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre, à condition qu'ils soient en train d'exercer leurs fonctions. Mais lorsqu'ils n'auront pas été poursuivis, pendant l'exercice de leurs fonctions, ils quittent, ils ont un autre statut. Ils ont un autre statut. C'est là où il y a un problème. Quand nous exploitons la loi organique portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à partir de son article 108, vous allez vous rendre compte avec moi que même les infractions de droit commun qui auront été commises par le président de la République, pendant que le Premier ministre, pendant qu'il était en train d'exercer les fonctions, sont connues par des juridictions de droit commun. C'est le droit. Alors, de l'autre côté, quand ils commettent des infractions politiques ou dans l'exercice de leurs fonctions, la loi est muette. Matata Pogno est un sénateur. S'il faut qu'on puisse engager des poursuites, qu'on aille directement à la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation qui est le juge naturel de Matata Pogno aujourd'hui. Comme le gouvernement congolais persiste et il veut qu'on ouvre le procès à partir du 25 lundi, ça sera encore une honte pour notre nation parce que les droits et libertés des personnes ne sont pas respectés. Merci beaucoup, téléspectateurs de Canal King Télévision. Merci à vous, président Jean-Pierre Bolonga, d'être venu répondre à l'invitation de l'émission Monde du Travail. Nous avons reçu une question demandant pourquoi, mais ce n'est pas à vous de répondre, vous allez répondre peut-être la fois prochaine. Pourquoi, quand le président de la République avait pris l'option de rapporter la nomination de Malonda, il y a eu l'acclamation publique, félicitations de partout, et aujourd'hui, quand on a entériné l'équipe actuelle de la CENI, et personne n'a haussé le ton ou soit félicité, en tout cas la société est restée calme, et aussi comme il y a quelque chose, ce n'est pas... Ça prouve à suffisance que le peuple n'est pas content et on doit revoir les lignes. Bon, on a déjà coupé, comme merci, ça merci on va beaucoup. répondre à cette question prochaine. Merci beaucoup. Merci. C'est moi.